Alors, avant de débuter ce cours, je voudrais qu'on se mette d'accord sur la question des modalités de l'examen. Comme je vous l'ai dit, ce sera un QCM comprenant un nombre de questions entre 30 et 40. J'ai pensé, outre le cours oral qui seul fait foi à l'examen, le cours écrit n'est là que pour vous aider. Mais le cours écrit, il fait déjà 180 pages, comme vous avez pu le voir, donc il est évident que pour une matière complémentaire, on ne veut pas vous demander de maîtriser intégralement un cours écrit de ce volume et de cette richesse, n'est-ce pas? Donc, ce qui compte, ce sont les enregistrements oraux. Maintenant, j'ai mis, comme vous avez peut-être pu voir sur Agora Assas, une liste de textes que je recommanderais de lire quand même pour l'examen. Il y a 6 textes. Il ne vous est pas demandé de connaître absolument en détail ces textes, mais il serait bien que vous les ayez lus tout de même, un peu attentivement. Et ce sont des textes que nous avons déjà pour certains et que nous aurons pour les autres, vus ensemble en cours. Donc la seule question que je me pose, c'est est-ce que je vous demande trop de travail ou pas pour l'examen? Parce que les écrits, j'ai trouvé ça sur mon agenda, ont lieu le 6 mai à 8h30 et donc le cours se termine le 10 avril. Mais il n'y a pas que la matière de philosophie du droit et de la justice à passer, qui du reste est une unité complémentaire. Combien avez-vous de matière en unité fondamentale à passer? Et à quelle date se situe le passage des unités fondamentales? Vous ne savez pas combien vous avez de matière en unité fondamentale à passer? Comment? Deux, et c'est la semaine d'avant. C'est-à-dire, ça se termine quel moment? Il y en a jusqu'au vendredi ou pas? Et l'examen de philosophie du droit, c'est le mardi, c'est ça? Donc, comment vous allez faire concrètement pour ceux qui ont des matières d'unité fondamentale jusqu'au vendredi? Vous allez regarder la philosophie du droit pour la première fois pendant le week-end? C'est à peu près comme ça que ça va se passer? Et est-ce que vous avez d'autres matières en unité complémentaire en début de semaine? Quel jour? D'accord. Alors, comment fait-on? Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir et vous me direz jeudi comment vous voyez les choses. Si vous pensez que les 6 textes que j'ai mis et que je vous recommande de lire, c'est humainement faisable ou pas, en plus de l'apprentissage des notions que vous aurez prises en note au cours du cours ou que vous verrez sur les enregistrements. Et vous me faites un retour, soit jeudi en amphithéâtre, soit par mail d'ici là, après vous être concertés entre vous. On fait comme ça? Mounir, il est vrai que nous disposons de peu de temps pour réviser l'ensemble. Ben oui, je m'en doute. Mon point de vue, la ligne que je me suis fixée, c'est pas de démagogie. Donc, je n'ai pas l'intention de faire un examen. Je ne veux pas de démagogie, c'est-à-dire, allez-y, il faut quand même que ce soit un examen. Mais il n'y a qu'une seule session d'examen. Il n'y en a plus deux en master. Et je n'ai pas envie que les gens soient amenés à redoubler à cause de la philosophie du droit, ça c'est clair. Donc il faut que je fasse quelque chose qui soit humainement possible. D'autant que je me doute que mes collègues qui voient midi à leur clocher ne vont pas s'occuper de savoir ce que je donne en philosophie du droit ou pas. Donc vous êtes étudiant de master, vous devez savoir à peu près ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire. Donc je vous demande un retour au sujet des textes d'ici jeudi, si vous pensez que c'est faisable de les avoir lus attentivement d'ici le 6 avril, d'ici le 6 mai, pardon, en plus des enregistrements que vous aurez dû
visionner ou des notes de cours que vous aurez. Le cours écrit, je le rappelle, ce n'est qu'un support plus étoffé qui est destiné à vous aider si certains points qui auraient été abordés à l'oral ou au sujet desquels vous auriez pris des notes, resterez confus dans votre esprit. D'accord? Donc, retour par mail d'ici jeudi ou jeudi en amphithéâtre. Aujourd'hui, nous poursuivons. Vous avez pu voir, pour ceux qui suivent attentivement Agorasas, que j'ai commencé à mettre une partie du cours sur Aristote, mais c'est un peu échevelé, hein. Je n'ai pas fait de division encore. Euh, j'ai toute une partie du cours que je peux faire sur Aristote en grec. Vous allez voir, il y a plein de grec. Mais je ne vais le mettre que si j'arrive à aborder Aristote suffisamment à temps dans le cours. Mon point de vue, mon principe est que je fais cours jusqu'à la dernière minute de la dernière heure, mais pas au-delà. Donc voilà, hein. Donc en ce qui concerne pour le moment Platon, puisque nous en sommes restés à Platon, nous sommes dans un paragraphe consacré à l'ontologie juridique platonicienne. Je vous ai rappelé la définition du terme ontologie la dernière fois. Et dans, dans ce paragraphe consacré à l'ontologie juridique platonicienne, j'ai vu que nous envisagerions successivement un grand A consacré à la conception platonicienne de la justice, parce que pour Platon, le droit, c'est la justice. Donc, conception platonicienne de la justice. Et ensuite, dans un grand B, nous devrons voir quelle est la condition pour que la justice devienne effective dans la cité empirique, dans la cité historique. Nous sommes dans le grand A, conception euh, platonicienne de la justice. Où est l'apostrophe sur ce putain de clavier? Laisse tomber, il n'y a pas l'apostrophe, putain. Où c'est l'apostrophe? Ça? Ouais. Je réponds à quelqu'un qui m'a envoyé un mot par le chat. Donc, dans ce grand A, conception platonicienne de la justice, nous avons dit que la justice était à la fois une vertu morale et politique, et qu'en plus, c'était une forme intelligible, et ça constitue le petit 1 et le petit 2 de ce grand A. Donc, nous sommes dans le petit 1, la justice platonicienne, deux points, une vertu morale et politique. Et je vous ai introduit la dernière fois le fameux motif psychopolitique du livre 2 de la République, qui décrit une stricte analogie entre la justice dans l'individu et la justice dans la cité. Mais Socrate explique qu'il faut d'abord regarder les grosses lettres avant des petites. Pour bien discerner, il faut d'abord regarder les grosses lettres avant de se reporter aux petites. Et donc, on va d'abord regarder la justice dans la cité en plus grand, avant de regarder la justice dans l'individu en plus petit. Et nous sommes donc dans un petit A relatif à la justice dans la cité. Et on a vu que la justice dans la cité, que Socrate dressait une liste des quatre vertus cardinales d'une cité, liste qui n'est ni de Socrate ni de Platon, qui est une liste traditionnelle, qu'on trouve du reste avec certaines variantes dans d'autres dialogues de Platon. Donc la sagesse, et ici il s'agit d'une sagesse pratique, hein, d'une sagesse en vue de la délibération et de la délibération en vue de l'action. Donc
que Platon désigne tantôt sous le nom de Sophia, tantôt sous le nom de phronésis. Je pense vous avoir écrit le terme la dernière fois. Donc c'est une sagesse pratique, hein, phronésis, ce que on traduit chez Aristote, on traduit ce terme phronésis chez Aristote par prudence ou sagacité. Chez Aristote, il est beaucoup question de la phronésis dans l'éthique à Nicomaque, et Aristote présente ça comme une sorte de sagesse pratique, une sagesse qui vise à l'action, et on ne sait jamais comment traduire phronésis. Alors on traduit tantôt par prudence, mais prudence, ça fait un peu bizarre parce que quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui travaille qui traverse sur le passage protégé. Ça n'est pas ça que cela veut dire. Donc parfois on traduit par sagacité, mais sagacité, ça fait un petit peu vieillot comme terme. C'est un peu ça que ça veut dire. On ne veut pas dire sagesse. Si on traduit par sagesse, on va confondre chez Aristote avec la sagesse au sens théorique du terme, alors que là, il s'agit d'une, d'une vertu pratique et pas non pas d'une vertu théorique qui vise à l'action. Donc c'est pour ça que pour ne pas dire sagesse, on dit sagacité ou prudence. Donc cette phronésis existe également chez Platon, qui lui l'identifie en tout cas dans la République avec la sophia, la sagesse. Et donc, ces quatre vertus sont d'une part la sagesse, ensuite le courage, ensuite ce qu'on appelle la modération ou la tempérance, sophrosyné, je vous ai écrit le terme la dernière fois, modération ou tempérance, sophrosyné, et il reste la justice. Donc après avoir défini les trois premières vertus, sagesse, courage et tempérance, Socrate s'interroge devant ses interlocuteurs sur ce que peut être la justice, qui est la dernière vertu à trouver. Et donc, il dit qu'en fait, la vertu de justice crève les yeux, qu'elle se voit comme le nez au milieu de la figure, alors qu'on croit qu'elle est cachée. Parce qu'en fait, la justice, ce n'est rien d'autre que cette vertu qui permet aux autres vertus, aux trois autres vertus d'advenir et de se maintenir. En fait, la justice est une puissance, dynamis en grec, dynamis, ça a donné dynamisme, dynamite, dynamité, ça veut dire la force, hein, dynamis, force, puissance. Donc en fait, la justice n'est rien d'autre qu'une une puissance, une force qui permet aux autres vertus d'advenir et de se maintenir. Et comment cette vertu de justice, en quel honneur cette vertu de justice permet aux autres vertus d'advenir et de se maintenir, c'est-à-dire que cette vertu de justice, elle se définit comme le fait pour chacun de s'occuper de ses tâches propres dans la cité. Chacun doit s'occuper de ses tâches propres dans la cité et ne pas se disperser dans des tâches diverses. Chacun doit s'occuper des tâches propres dans la cité et ne pas se disperser dans les tâches diverses. Si la justice est définie ainsi, on comprend effectivement que c'est la justice qui permet aux autres vertus d'advenir et de se maintenir dans la cité, parce que ce n'est seulement si chacun vaque, chacun vaque à ses tâches propres et ne s'immisce pas dans les tâches d'autrui, que la cité sera à la fois sage, courageuse et modérée. C'est seulement si chacun vaque à ses tâches propres et ne s'immisce pas dans les tâches d'autrui
si chacun n'est pas un busybody, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui se mêle de choses qu'il ne regarde pas, que la cité va avoir les trois autres vertus dont on a parlé, parce que si chacun va qu'à ses propres occupations, à ses propres tâches, ça veut donc dire que la tâche de direction de la cité va être effectivement réservée aux gens qui ont la sagesse, les gardiens parfaits, les dirigeants, que la tâche de défendre la cité va être dévolue aux soldats qui ont le courage, et que tout le monde sera d'accord pour qu'effectivement euh, certains commandent et d'autres obéissent. C'est la fameuse vertu de modération. Donc, pour que les autres vertus naissent dans la cité et se maintiennent, il faut effectivement que la justice y prévale. Alors, évidemment, cette définition de la justice, même à l'époque de Platon, vous voulez que je répète quelque chose? Dites-moi, mademoiselle en bleu. Vous voulez que je répète quelque chose? Je vais aller trop vite, c'est bon? Non. Évidemment, même à l'époque de Platon, il y avait déjà des juristes qui ont dû trouver cette définition de la justice incongrue parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend habituellement par justice, le fait de restituer à chacun son dû, selon la fameuse formule du poète Simonide, rappelée dans le livre premier de la République. Ce dont on a fait euh, dans le monde romain le fameux sum cuique tribuere, sum cuique tribuere, vous savez, la fameuse formule d'Ulpien que vous trouvez au début du digeste et dont les juristes se gargarisent. Ils sont tout contents d'avoir montré qu'ils parlent un peu latin et que leurs connaissances ne sont pas réduites au code civil et à la jurisprudence du bulletin des arrêts de la Cour de cassation, qui sont culturés, n'est-ce pas? Et donc, ils aiment bien citer cette phrase. Enfin, cette phrase, ce n'est que la transposition latine. La formule est d'Ulpien, mais ce n'est guère que la transposition latine d'une formule vraisemblablement habituelle chez les juristes, même dans le monde grec, puisque quand on reprend la définition de Simonide, que je vous traduis littéralement du grec, le fait de restituer à chacun son dû, ce n'est rien d'autre que sum cuique tribuere. D'ailleurs, certains traduisent par la formule de Simonide par le fait de rendre à chacun son dû. Tribuere, c'est rendre. Mais littéralement, ce que dit le dialogue de Platon, c'est restituer à chacun son dû. Peu importe, visiblement, c'est une définition qui satisfaisait les juristes déjà à l'époque grecque. Donc évidemment, la définition que Platon donne de la justice est très éloignée de cette définition habituelle de la justice qui s'adapte au partage des biens dans la cité. En fait, sum cuique tribuere, restituer à chacun son dû, c'est le fait de déterminer comment les biens se partagent au sein de la cité. C'est le fait de départager les gens quant à leur patrimoine, en fait. Par exemple, déterminer dans un procès qui est propriétaire lorsque deux personnes se prétendent propriétaires du même objet. Déterminer si le créancier euh, peut obtenir le paiement de la dette ou pas. Ça, c'est sum cuique tribuere. Alors évidemment, on est très loin de ces préoccupations au premier abord avec la définition de Platon. Donc Platon en est conscient, il essaye en quelque sorte de se raccrocher aux branches en essayant de démontrer que sa définition de la justice n'est pas si éloignée qu'on pourrait le penser, que sa définition de la justice n'est pas si éloignée qu'on pourrait le penser
de la définition habituelle. Et pour s'en convaincre, il suffit de reprendre le texte, comme ça figure parmi la liste des textes que je proposerai à l'examen de lire. Je le prends. Alors, il faut que je fasse un partage d'écran pour que je sois à distance. Nani, nana. Pam, pam, pam. Voilà. Évidemment, je suis au milieu du texte. Alors, comment je fais pour maintenant pour pénible ça? Je ne peux pas monter ce truc-là, hein. Voilà. Nous sommes dans ce passage de la République, livre 4, que je suis en train de paraphraser dans le cours oral. Et Socrate déclare, donc c'est Platon qui parle évidemment, Socrate déclare, s'occuper de ses propres affaires et ne pas se mêler de toutes, c'est la justice. Et cela, nous l'avons entendu dire par beaucoup d'autres que nous, et nous-mêmes l'avons dit souvent. Oui, nous l'avons dit. Bien. Celui qui répond, c'est Glaucos ou Adimante, je ne me souviens plus. Glaucon ou Adimante. Hein, les deux comparses de Socrate dans la République, maintenant que Thrasymachus boude dans son coin, ce sont Glaucon et Adimante. Oui, nous l'avons dit. Et voilà ce qu'il dit maintenant. Regardez le tournant, plus ou moins habile, hein, cette façon de se raccrocher aux branches. Eh bien voilà, dis-je mon ami, quand cela se manifeste sur un certain mode, ce en quoi risque bien de consister la justice, s'occuper de ses propres affaires. Sais-tu d'où j'en tire les preuves? Non, répondit-il, dis-le-moi. Il me semble, dis-je, que ceux qui restent dans la cité, après que nous y avons examiné la modération, le courage et la sagesse, c'est ce qui procure à toutes ces qualités la capacité de s'y manifester. Capacité, Pierre Pachet traduit en fait capacité, c'est dynamisme qui traduit, hein, force ou puissance, hein. Il traduit par capacité. Moi, j'aurais préféré traduire littéralement, mais je ne me permettrai pas de donner à Pierre Pachet des leçons de traduction parce que sa traduction de la République est un chef-d'œuvre, hein. Donc, je ne pas. Mais enfin, le terme littéral, c'est dynamisme. Dynamisme, ça veut dire puissance, faculté en grec. Alors, bon, capacité, si on veut, hein. Il me semble, dis-je, que ceux qui restent dans la cité, après que nous y avons examiné la modération, le courage et la sagesse, c'est ce qui procure à toutes ces qualités la capacité de s'y manifester, d'y advenir, dit le texte grec, hein, gignomai, et qui, une fois qu'elles s'y sont manifestées, leur assure la préservation, bon, la conservation, tant que cela y est. Bon, je dirais pourquoi vous vous introduisez des termes, vous traduisez différemment. Ce n'est pas pour faire l'érudit, hein. C'est juste pour vous laisser, pour vous faire comprendre au passage combien la traduction d'un texte grec suppose toujours des choix. Donc il faut avoir une certaine humilité parce que nous lisons Platon dans une traduction. Et si je prends une autre traduction, par exemple, si j'ai la traduction de Leroux, ça va être peut-être des termes un petit peu différents, ou la traduction de Léon Robin ou la traduction d'Émile Chambry, ce sera à nouveau des termes un peu différents. C'est le grec, c'est comme ça. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'il faut toujours être prudent avec un texte grec. Ça vaut pour Platon et ça vaut a fortiori pour Aristote. Il faut être très méfiant de ce que les gens croient pouvoir lire dans un texte d'Aristote qui est traduit en français. Mais ça vaut également pour Platon. Bon, il me semble, dis-je, que ce qui reste dans la cité, etc., c'est ce qui procure à toutes ces qualités la capacité de s'y manifester et qu'une fois qu'elles s'y sont manifestées, leur assure la préservation tant que cela y est. Or, nous avons déclaré que la justice serait ce qui resterait à trouver si nous avions trouvé les trois premières. C'est en effet nécessaire, dit-il. Cependant, dis-je, si l'on avait à déterminer laquelle de ces qualités contribuera. Je vais trop vite ou c'est bon? Ça va? Si l'on avait à déterminer laquelle de ces qualités contribuera le plus à rendre notre cité bonne quand elle s'y manifestera, il serait difficile de déterminer si c'est l'identité de vue entre les dirigeants et les dirigés, c'est-à-dire la modération, la tempérance, et le fait que tout le monde soit d'accord sur ceux qui veulent commander et ceux qui doivent être commandés. L'identité de vue entre dirigeants et dirigés, c'est la modération ou tempérance, c'est Sophrosune, hein.
ou si c'est la capacité qui se manifeste chez les guerriers à préserver l'opinion conforme aux lois sur ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre, ça c'est le courage, Andrea, ou si c'est la sagesse et le sens de la garde qui se trouve chez les dirigeants, Sophia Phronesis, hein, le fait de bien délibérer sur les affaires qui concernent la cité, aussi bien interne que internationale. Ou bien si ce que contribue le plus à rendre la cité bonne, c'est que chacun étant à lui-même s'occupe de ses propres affaires et ne s'occupe pas de toutes. Laquelle de ces vertus, je rappelle qu'on traduit, c'est le terme grec arrêté qu'on traduit par vertu, hein, et que arrêté, ça veut dire vertu morale, mais dans un sens dérivé. Le premier sens, c'est excellence en grec, hein. C'est un peu, je fais un peu comme Cicéron quand il fait ses dialogues philosophiques. C'est toujours des Romains n'est-ce pas, qui se piquent d'être cultivés. Alors ils utilisent tout le temps des termes grecs et Cicéron leur fait traduire les termes. Vous savez, mon cher Caius Brutus, c'est bien du terme sophrosyné dont tu veux parler, je suppose, en grec, etc. Bon, c'est comme ça. Donc je fais un peu pareil que Cicéron, en essayant de ne pas avoir le même pédantisme que Cicéron. Donc, réponse de Glaucon ou d'Adimante, oui, ce serait difficile à juger laquelle de ces qualités euh, permet effectivement aux autres d'advenir et de se maintenir. Il y a donc apparemment un concurrent pour produire l'excellence d'une cité, à sa sagesse, à sa modération, à son courage. C'est la capacité à faire que chacun en elle s'occupe de ses propres affaires. Oui, exactement. Donc, tu poserais que c'est la justice, ce qui est en concurrence avec ses qualités pour contribuer à l'excellence d'une cité. Excellence arrêtée, hein. Tâchez de traduire ici arrêté par excellence et non pas par vertu. Oui, tout à fait. Donc voilà, on est bien d'accord, la justice, c'est le fait que chacun va qu'à ses propres tâches. Il reste à sa place dans la cité. La cité est hiérarchisée, je vous le rappelle, chez Platon, hein. Vous savez, il y a ceux qui sont faits d'or, ceux qui sont faits d'argent et ceux qui sont faits de fer et de bronze. Et normalement, chacun doit rester à sa place et les enfants restent dans la même classe que les adultes, sauf s'ils manifestent des qualités exceptionnelles qui leur permettraient de monter en grade, si j'ose dire, ou au contraire qui sont décadents, ce qui les amènerait à descendre, hein, dans la hiérarchie. Oui, tout à fait. Et alors là, voilà le tournant dont je parlais tout à l'heure, j'avais un peu anticipé. Donc Platon est bien conscient que là, on est affaire à une définition abstraite de la justice, sophistiquée, qui ne correspond pas à ce que les gens entendent habituellement par justice. D'où la déception des juristes et d'où le désintérêt, notamment des privatistes, pour Platon. Alors, poursuis ton examen sur le point suivant pour voir si ton avis sera le même. Est-ce aux dirigeants de la cité que tu enjoindras de juger les procès? Bien sûr. On n'a pas de séparation des pouvoirs à l'époque, hein. Jugeront-ils en visant un autre but que de faire en sorte que ni les uns ni les autres ne possèdent les choses d'autrui, ni ne soient privés de ce qui est à eux? Jugeront-ils en visant un autre but que de faire en sorte que ni les uns ni les autres ne possèdent les choses d'autrui, ni ne soient privés de ce qui est à eux? Non, ils viseront bien ce but-là, dans l'idée que cela est juste, oui. Et donc, de cette façon, on tomberait d'accord que posséder ce qui vous appartient en propre et qui est à vous et de s'en occuper, c'est cela la justice. C'est cela. Donc ensuite, il épilogue, il illustre sa définition de la justice avec des exemples tirés du charpentier ou de l'artisan qui doit rester euh, à sa place. L'artisan ne doit pas venir un soldat, le charpentier ne doit pas venir un dirigeant, etc. Et donc, il passe à l'injustice qui consiste au fait de vouloir sortir de ses tâches propres et donc de son rôle dans la cité. Mais ce qu'on voit là, c'est que, en fait, Platon esquisse un rapprochement entre sa définition de la justice
et la justice tant que l'on entend habituellement, parce qu'il dit quand il y a un procès, la justice, ça consiste à départager les parties en procès pour attribuer à chacun ce qui lui appartient en propre. Et c'est bien la définition de la justice que j'ai proposée. Donc, quand on tranche un litige, on départage par exemple de savoir qui est propriétaire ou qui est créancier. Et donc, ça correspond bien à la définition de la justice que j'ai proposée, veut dire Platon. Mais en réalité, le rapprochement est artificiel, parce que la justice telle que l'entend Platon, ce n'est pas euh, un partage équitable des biens dans un litige. Ça ne se résume pas à un partage équitable des biens dans un litige. La justice est un principe de fonctionnement de l'âme. C'est un principe de fonctionnement de l'âme dans laquelle la justice se loge. Et comme je l'ai déjà dit, en vertu du motif psychopolitique, la justice dans la cité et la justice dans l'individu sont dans un strict rapport d'analogie. Donc le rapprochement avec la justice au sens habituel du terme d'un partage équitable des biens est artificiel, car la justice de Platon a une toute autre ambition. Accomplir ses tâches dans la cité, accomplir ses tâches propres dans la cité, pour Platon, c'est une vertu qui incombe aux citoyens et à laquelle correspond, on le verra tout à l'heure, un fonctionnement harmonieux de l'âme, et à laquelle correspond un fonctionnement harmonieux de l'âme. Donc ce n'est qu'avec, moyennant un certain artifice, qu'on prétend opérer un décalque entre cette définition de la justice qui en fait une excellence à la fois dans la cité et dans l'âme de l'individu, avec la justice au sens habituel du terme, qui consiste à départager équitablement des biens entre les individus. Il y a là un artifice. La justice, au sens de Platon, pourrait-on dire en termes modernes, la justice au sens de Platon, pourrait-on dire en temps moderne, en termes modernes, et là, je m'inspire d'une observation d'un des plus grands commentateurs de la République de Platon, Nettleship, c'est un Anglais, Nettleship. Il est dans la bibliographie sur Platon, si vous voulez le voir. Et il est cité en note dans le cours. Bon, je vais vous l'écrire. Les routiers sont sympas. Bon, il faut l'écrire, il faudra trouver le truc. Et pour retrouver le truc, va donc. Bon, voilà. Son commentaire est en open source sur Internet. Il faut aller, vous savez, dans le site anglo-saxon archive.org et vous trouverez le commentaire de Nettleship. Pour le titre de l'ouvrage, je vous renvoie à la bibliographie. Donc en fait, il nous dit, parce que ce n'est pas simplement un commentaire banal, c'est un commentaire qui a un certain spirit, hein, qui a un certain esprit. Hein. Ce n'était pas seulement un historien de la philosophie, c'était un philosophe en fait. Ce n'est pas seulement un élégiste, c'était vraiment un philosophe. Donc ce qui dit en fait la justice de Platon, si on la traduit en termes modernes, c'est un sens du devoir. C'est un sens du devoir. Sense of duty. Un sens du devoir. Et si on traduit ainsi, si on exprime ainsi, si on résume ainsi la justice au sens platonicien du terme,
sense of duty, sens du devoir, on voit bien qu'on est très loin d'une définition habituelle de la justice comme l'entendent les juristes. Cette définition de la justice de Platon est beaucoup plus ambitieuse. On peut le voir d'ailleurs dans un autre passage. On peut avoir confirmation que la définition de la justice de Platon est très ambitieuse dans un autre passage qui se trouve dans les Lois, le dernier dialogue de Platon. Il y a un passage très connu dans les Lois, vous trouverez la référence dans le cours écrit, c'est dans le sixième livre des Lois. Les Lois comprennent 12 livres, hein. Dans le sixième livre des Lois, Platon fait dire à l'Athénien, l'Athénien c'est le, celui qui parle le plus, le personnage prédominant dans les lois de Platon. Puisque Socrate n'y est pas, c'est l'Athénien qui parle. Je vous rappelle qu'ils sont en train de discuter à trois, mais ils sont en route dans l'île de Crète et que Socrate n'avait jamais quitté Athènes, donc on ne pouvait pas le mettre en scène dans ce dialogue, hein. Et donc l'Athénien dit, en réalité, dans une cité, il y a deux sortes d'égalité. Enfin, pas dans la cité, il dit d'une façon générale, il y a deux sortes d'égalité. Il y a l'égalité selon la mesure, le poids et le nombre. L'égalité selon la mesure, le poids et le nombre, ce que Aristote appellera dans l'éthique à Nicomaque l'égalité arithmétique, l'égalité selon la mesure, le poids et le nombre. Par exemple, 100 kilos de bananes valent 20 paires de chaussures, d'accord? On peut mesurer ça avec un étalon qui est la monnaie, hein? Selon la mesure, le poids et le nombre, donc on fait une égalité arithmétique, et puis il dit il y a la meilleure égalité, ce n'est pas l'égalité ainsi qu'on pourrait appeler arithmétique, selon la mesure, le poids et le nombre, c'est l'égalité qu'il appelle géométrique. Hein, vous connaissez la fameuse formule de l'Académie de Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc la géométrie, les mathématiques, c'est partie de la formation du philosophe pour Platon, c'est son héritage pythagoricien. Et donc, l'égalité géométrique, c'est celle qui prend en compte euh, le mérite et la vertu de chacun. C'est celle qui prend en compte le mérite et la vertu de chacun, c'est-à-dire qu'il faut distribuer l'égalité entre personnes inégales. L'égalité entre personnes inégales, ça veut donc dire que ceux qui ont un plus grand mérite, une plus grande vertu que d'autres, recevront davantage. Tous ceux qui arrivent, qui ont la même vertu ou le même mérite recevront autant, tandis que ceux qui ont un plus grand mérite et une plus grande vertu recevront davantage. Et ça, c'est ce que Platon appelle l'égalité géométrique. Ça correspond en fait à ce que Aristote appellera la justice distributive. Dans l'éthique à Nicomaque, vous le savez, même si on n'a pas fait Aristote, Aristote distingue deux types de justice. Bon, je le rappelle très rapidement, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle très rapidement. Aristote, au début du livre 5 de l'éthique à Nicomaque, dit que la justice peut s'entendre en deux termes. Soit la justice universelle, qui est la justice légale, c'est-à-dire que la loi nous prescrit toutes sortes de choses que l'on doit faire, et ça peut correspondre à la justice au sens universel, au sens légal du terme. Mais à côté, dit-il, il y a une vertu particulière de justice, une justice particulière, qui est non pas ce qui est légal, mais ce qui est égal. Il n'y ait pas ce qui est légal, mais ce qui est égal. Et cette justice particulière, dit-il, elle est elle-même de deux catégories,
Il y a ce qu'on appelle la justice, je vais trop vite, il y a ce qu'on appelle la justice distributive, qui s'exerce dans les rapports, la justice distributive qui concerne la répartition au sein de la cité des charges, des biens, des honneurs, la justice distributive qui concerne la répartition au sein de la cité des charges, des biens, des honneurs, et la justice, comment? La justice, distributive et la justice, comment? Voilà, c'est bien, pas souvenir. Pas de justice commutative, interdit. Correct. C'est la justice particulière, c'est-à-dire la justice égale, qui est la justice particulière, soit la justice consiste dans la légalité, c'est-à-dire le fait de respecter d'une façon générale les lois au sens large du terme, hein, pas forcément les lois votées par la boulée. Hein. Euh, soit la justice se confond avec la légalité tout entière, c'est ce qu'Aristote appelle la justice universelle. En fait, c'est la justice de Platon. Hein. Soit, dit-il, il y a une seconde justice qui est une justice particulière qui correspond à cette vertu particulière de justice. Et là, ce n'est pas une justice qui se confond avec le légal, c'est une justice qui se confond avec L apostrophe égal, avec l'égal, avec l'égalité. Pas avec la légalité, mais avec l'égalité. Et cette égalité, elle est de deux sortes, dit Aristote, parce que ce peut être la justice distributive dans la répartition des biens et des honneurs et des charges, ou la justice corrective dans les rapports volontaires ou involontaires entre individus. Donc justice distributive, justice corrective, ce sont les deux espèces de justice égale et deux espèces de justice particulière. Et Aristote explique que la justice distributive répond à une proportion géométrique, tandis que la justice corrective répond à une proportion arithmétique. C'est-à-dire qu'Aristote dit dans la justice distributive, celle qui prend en considération les charges, les honneurs, les biens, on va les répartir non pas selon une égalité arithmétique, mais conformément au mérite de chacun, si ce n'est, ajoute Aristote, que le mérite, le critère du mérite est différent selon le régime politique. Tous les régimes politiques n'ont même pas le même critère de mérite. Dans une démocratie, dit Aristote, le mérite, c'est le fait d'être citoyen. Dans une oligarchie, c'est-à-dire où ce sont quelques-uns qui commandent, le mérite, ce sera la naissance ou la richesse. Dans une aristocratie, le mérite, ce sera la vertu. Aristocratie, ça veut dire régime, gouvernement des meilleurs. Donc à ce moment-là, le critère, le mérite, ce sera l'excellence, la vertu. Donc le critère du mérite peut varier selon le régime, selon qu'il s'agit d'une démocratie, où c'est le fait d'être citoyen qui constitue le mérite. Si c'est une oligarchie, où c'est le fait d'être bien né ou d'être riche qui constitue le mérite, ou si c'est une aristocratie, où c'est le fait d'être vertueux, d'être excellent qui constitue le mérite. Donc le critère peut être différent. Mais dans chaque cas, la justice distributive s'exerce selon une proportion géométrique. Tandis, ajoute Aristote, que, puis suivent maintes opérations de calcul pour montrer ce qu'il veut dire, n'est-ce pas, avec des produits croisés, des machins, des fractions. Hein. Mais je vais vous donner un exemple tout à l'heure, vous comprendrez mieux.
Tandis que Aristote ajoute, dans la justice corrective qui intervient dans les rapports entre particuliers, volontaires, c'est-à-dire les contrats, ou involontaires, pensez responsabilité civile ou quasi-contrat, dans les rapports entre individus volontaires, c'est-à-dire les contrats, ou involontaires, quasi-contrat ou responsabilité civile, ou responsabilité pénale, parce que Aristote ne fait pas la différence, l'égalité est arithmétique, c'est-à-dire qu'il y a un certain déséquilibre qu'il faut rétablir. Par exemple, si vous causez un dommage à autrui, euh, autrui doit être indemnisé d'une somme qui correspond au dommage qui lui a été causé. Donc ça, c'est une égalité arithmétique. Montant de l'indemnisation ou montant de la ou importance de la punition, puisqu'il n'y a pas de distinction entre la justice civile et la justice pénale chez Aristote, montant de l'indemnisation ou importance de la sanction égale dommage causé. Voilà. Donc en fait, Aristote s'est inspiré de cette distinction qui figure dans les lois de Platon entre l'égalité géométrique et l'égalité arithmétique pour structurer sa distinction entre la justice distributive et la justice commutative. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette proportion géométrique? Je ne comprends pas. Alors je vous donne un exemple si vous voulez. Il nous reste un peu de temps. La dame. J'ai mis en ligne une brochure sur Aristote. Elle était cachée jusqu'à présent. Je l'ai décachetée, si j'ose dire. Alors, prenons dans la brochure sur Aristote. Pourquoi je ne peux pas la mettre en... Voilà. La brochure sur Aristote, les traductions sont empruntées à Gauthier et Joliffe, qui sont l'auteurs d'une traduction et d'un commentaire de l'Éthique à Nicomaque, ouvrage qui est sans équivalent dans la littérature philosophique francophone et même sans équivalent dans la littérature philosophique tout court, s'agissant d'Aristote. Il faut toujours citer l'Éthique à Nicomaque dans la traduction de Gauthier et Joliffe, à mon avis. Donc, attendez, je vais me faire un partage. Voilà, nous y sommes ici. Vous voyez où je montre la tâche encore? Voilà. Nous avons donc distingué, nous sommes dans l'Éthique à Nicomaque, livre 5. Nous avons distingué deux sens du mot injuste, l'illégal et l'inégal. Donc la justice, c'est soit la légalité, soit l'égalité. Et la justice, c'est soit l'illégal, soit l'inégal, dit-il. À l'illégal correspond la justice dont nous avons parlé plus haut, celle qui n'intéresse pas Aristote, en fait, parce que c'est la vertu tout entière. Et son traité, c'est un traité des vertus en particulier. Et donc, ensuite, on voit, en ce qui concerne la justice particulière et la notion correspondante de juste, on peut distinguer deux espèces. Une première espèce s'exerce dans la distribution d'honneur, d'argent ou de tout ce qui peut être réparti entre les membres de la communauté politique, c'est la justice distributive. La seconde espèce, c'est celle qui établit l'ordre dans les rapports entre individus, c'est donc la justice corrective. Celle-ci se divise à son tour en deux parties, du fait que les rapports entre individus peuvent être volontaires, contrats, ou involontaires, c'est-à-dire délit, quasi-délit, quasi-contrat. C'est pour ça que les juristes ils kiffent Aristote. Hein. Alors maintenant, ici, il explique en quoi consiste la justice distributive. Il dit que le juste requiert, dans la justice distributive, quatre termes au moins. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du mérite des personnes dans l'attribution des charges, des honneurs ou des biens. Donc, ça suppose quatre termes. Alors, pour ne pas rentrer dans le détail, vous pouvez voir des textes sur Internet si vous voulez. Je crois que j'ai fait une note en bas de page pour vous donner ça avec un petit exemple. Voilà. Vous voyez l'exemple là, ici? Parce que je ne suis pas en train de commenter Aristote, donc je n'ai pas le temps. Est-ce que vous voyez l'exemple dans la note 1 au tableau? Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Ben écoutez, il faut revoir l'histoire romaine. Vous savez ce que c'est que la tétrarchie quand même, non?
Bon, la tétrarchie, c'est le régime politique que Dioclétien a mis en place à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ pour organiser l'Empire romain. Et donc l'Empire romain, tétrarchie, ça veut dire gouvernement à quatre. Tétra, ça veut dire quatre au grec. Et archéine, ça veut dire commander. Donc c'est un gouvernement à quatre dans lequel l'Empire romain est divisé en Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient. Donc, euh, Dioclétien a choisi en quelque sorte un alter ego qui s'appelait Maximien. Dioclétien s'est réservé le gouvernement de l'Empire romain d'Orient et Maximien s'est vu confier l'Empire romain d'Occident. Et ces deux types, Dioclétien d'une part et Maximien d'autre part, ont pris des adjoints en quelque sorte. D'où le terme de tétrarchie. C'est-à-dire qu'eux se sont déclarés augustes et ils ont pris des adjoints qu'on a appelés des Césars. Donc Dioclétien a pris Galère, comme une galère, et Maximien a pris Constance Chlore. Donc voilà ce que représente l'égalité géométrique. Vous l'avez sous les yeux, c'est une équation. C'est-à-dire qu'il y a la même proportion de mérite qui existe entre Dioclétien et Galère d'une part, qu'entre Maximien et Constance Chlore de l'autre. C'est une égalité entre deux fractions, comme si vous avez un demi égale deux quarts. C'est tout simplement ça l'égalité géométrique, la proportion géométrique, qui se traduit par une égalité en termes de fractions. Et comme vous avez tous fait des fractions, vous savez que si vous multipliez Galère César par Maximien Auguste, c'est égal à Dioclétien Auguste multiplié par Constance Chlore César. Hein, c'est ce qu'on appelle les produits croisés en matière de fractions. D'accord? Voilà, c'est tout simplement ça l'égalité géométrique. Alors je termine, je reviens aux lois de Platon, parce que c'est des lois de Platon que j'étais parti. Platon explique, et on termine par là, parce qu'on a déjà dépassé d'une minute, donc on va terminer. Platon explique dans les lois que la meilleure égalité, celle qui doit présider à la cité, c'est l'égalité géométrique qui tient compte du mérite des personnes. Et pour Platon, le mérite des personnes, c'est la vertu. Hein. Aristote dit que le mérite des personnes, ça dépend des régimes politiques, mais pour Platon, le mérite des personnes, c'est la vertu. Donc, il doit y avoir une égalité géométrique en fonction de cette équation que je viens de donner et qu'Aristote explique dans l'Éthique à Nicomaque. Évidemment, il ne prend pas l'exemple de la tétrarchie, Aristote, parce que la tétrarchie n'existait pas à l'époque où il écrivait. C'est moi qui ai pris l'exemple de la tétrarchie. Hein. Donc, ce que veut dire Platon, c'est que dans une cité, il y a deux manières de respecter l'égalité, l'égalité géométrique ou l'égalité arithmétique. Mais il dit, la meilleure égalité, c'est l'égalité géométrique. C'est celle qu'il faut faire prévaloir dans la cité. C'est celle qui tient compte du mérite de chaque citoyen, de la vertu de chaque citoyen. Et l'égalité arithmétique, qui consiste à donner à chacun la même chose, en fait, c'est un pis-aller. On ne doit y avoir recours que de manière subsidiaire pour empêcher la montée des mécontentements. De temps en temps, il faut donner quelque chose aux gilets jaunes. Parce que sinon, ils viennent brûler les ronds-points, quoi. C'est un peu ça l'idée. Hein. Mais la meilleure égalité, celle qui doit prévaloir dans une cité, c'est l'égalité géométrique. Donc, en fait, Aristote a repris cela pour distinguer la justice corrective et la justice distributive. Dans ce passage des lois, Platon ne parle pas de la justice, il parle de l'égalité. Mais il explique comment l'égalité doit se définir et quelle est la meilleure égalité. C'est toujours la fascination de Platon pour la géométrie. Hein. Je termine en disant que pour Platon, la justice ou l'égalité, elle doit obéir. La géométrie gouverne l'univers. La géométrie gouverne l'univers. C'est ce que Socrate explique dans Platon Gorgias. La géométrie préside au rapport dans l'univers aussi bien qu'au rapport entre les hommes. Donc, il faut faire prévaloir la géométrie dans les rapports entre les hommes. Voilà. Hein. Mais excusez-moi, je termine par là, mais je n'aime pas dépasser, mais je vous rentrerai ça. Il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que l'égalité telle que les lois la définissent, cette égalité géométrique et cette égalité arithmétique, Platon en parle uniquement
s'agissant de la répartition des biens, des honneurs et des charges dans la cité. Il n'en parle pas du tout à propos des rapports entre les individus. Et là, on a la confirmation du désintérêt que les juristes éprouvent envers Platon. Les juristes éprouvent un désintérêt envers Platon parce que les juristes privatistes éprouvent un désintérêt envers Platon parce qu'il n'est jamais question dans l'œuvre de Platon, sauf incidemment, de la question de savoir comment résoudre concrètement des procès, des litiges entre individus. Ce n'est pas ça qui est au premier rang des préoccupations de Platon. Donc les juristes ne trouvent pas chez Platon une réponse aux questions concrètes qui les préoccupent, comme si la philosophie devait répondre à des questions concrètes. Et Platon n'intéresse pas non plus les publicistes, parce que les publicistes, ils sont esclaves, en fait, des théories générales de l'État du XIXe siècle. Ce qu'ils essayent, c'est de donner une représentation rationnelle d'un État empirique, d'un État existant, et non pas de se demander comment fonder un État idéal à la manière de Platon, oui. Platon n'utilise pas le terme de justice distributive. La justice distributive, c'est dans les rapports, c'est ce qui permet de distribuer entre les citoyens les biens, les honneurs et les charges. D'accord? C'est ce que Aristote appelle la justice distributive. Et Aristote dit que ça obéit à une proportion géométrique, une égalité géométrique, celle que je viens de vous montrer avec l'exemple tiré de la tétrarchie. D'accord? Simplement, Aristote dit le mérite, le critère du mérite n'est pas le même selon les régimes politiques. Puisque dans une démocratie, c'est le fait d'être citoyen. Dans une oligarchie, c'est la bonne naissance ou la fortune. Dans une aristocratie, c'est le fait d'être le plus vertueux, le meilleur. Chez Platon, l'égalité géométrique, la meilleure, c'est celle qui prend en considération la vertu. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Non? Vous êtes sûr? Le terme justice distributive, c'est un terme aristotélicien, pas un terme platonicien. Mais de toute façon, pour ce qui est de l'égalité arithmétique, dont Platon parle dans les lois, il n'en parle pas à propos des rapports entre individus. Il dit simplement que dans une cité, quand on ne peut pas faire autrement, on doit bien distribuer arithmétiquement. Il faut distribuer et respecter une égalité arithmétique comme un pis-aller pour donner un peu d'air, quoi. Hein, parce que sinon, tout le monde va s'énerver, quoi. Hein. Donc, il faut tenir compte du mérite, mais malheureusement, l'idéal ne peut pas toujours être réalisé. Il faut composer avec la réalité empirique. Mais tandis qu'Aristote, lui, pour lui, l'égalité arithmétique, c'est celle qui intervient dans les rapports volontaires ou involontaires entre individus. Donc forcément, les juristes de droit privé, ils kiffent. Ah, ils kiffent, là, parce qu'ils disent, voilà, voilà, c'est ça le droit privé. Hein. Et donc, ils se désintéressent de Platon, ils viennent vers Aristote, hein, en pensant qu'ils vont trouver chez Aristote des recettes concrètes, ce qui n'est pas le cas, évidemment, puisque Aristote est un philosophe, ce n'est pas un juriste. Hein. Quant aux publicistes, comme je vous l'explique, et je répète ça, mais je vous rendrai les 10 minutes que j'ai dépassées, non, les 10 minutes que je viens de vous prendre. Quant euh, aux publicistes, la dominante française en matière de droit public, quand ils s'occupent de philosophie du droit, c'est de chercher sous l'influence des théories générales de l'État allemande de la fin du 19e et du début du 20e, c'est de théoriser l'État à partir d'un modèle empirique, de le rationaliser en quelque sorte. Ils sont sous l'influence de gens comme Jelinek, auteur allemand de la fin du 19e siècle, ou de gens comme ça, hein, ou éventuellement de gens comme Hegel, hein, mais pas du tout séduits par une philosophie platonicienne qui cherche à fonder un État idéal. Et c'est cela qui explique le désintérêt ou la désaffection des juristes pour Platon, alors que c'est tout de même le plus grand des philosophes avec Socrate. Je suis désolé d'avoir dépassé. Vous me rappellerez que je vous dois 10 minutes. On s'arrête là, hein, parce que là, comme on a fait plus que 50 minutes, peut-être que votre attention a été un peu dispersée à la fin parce que vous étiez fatigué. Ça va quand même, c'est bon?
D'accord? Si vous voulez que je reprenne certaines choses, je les. Merci d'avoir patienté. Tout cela est expliqué dans le cours écrit, hein.